inutiles, on en a plein, tous dans notre agenda. Des réunions, on a passé 3 heures à caler le moment où on va être tous disponibles pour parler d'un projet. Un rendez-vous prospect qu'on a mis 1 mois à décrocher. Et puis là, on est en réunion, ça fait 1 heure qu'on se parle, puis il ne se passe rien. Ah si, il se passe des trucs. C'est intéressant. Je te rappelle, je vais y réfléchir. Bah tiens, écoute, on se revoit la semaine prochaine et puis on fait le point. Sérieux ? Sérieux, tu veux qu'on refasse le point ? Ça fait 3 fois qu'on discute de la couleur du bouton de notre nouvelle application. Alors souvent, quand on en arrive là, c'est pas parce qu'on était à court d'arguments, c'est parce qu'on est passé à côté de ce petit caillou. Alors pour enlever toutes ces réunions inutiles de vos agendas, je vous invite à partir en voyage au cœur d'une équation presque mathématique. Cette équation, elle commence effectivement par un petit caillou. Ce caillou, c'est le caillou qui est dans la chaussure de votre client, de vos collaborateurs, de vos prospects. Un caillou, c'est un truc qui gêne, un truc qui nous enquiquine au quotidien, mais qui n'est pas toujours hyper violent. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment fort pour qu'on passe à l'action. Vous, quand vous avez un caillou dans votre chaussure, la plupart du temps, vous ne vous arrêtez pas. En fait, vous continuez votre chemin. Bon, il me reste 500 mètres à faire, ça va le faire. Parce que si je me dis que je vais enlever ce caillou de ma chaussure, il faut que je m'arrête, il faut que je me penche, il faut que je défasse la bride de ma chaussure, il faut que j'enlève mon pied, que j'évite de perdre l'équilibre devant vous pour ne pas être ridicule, que je remette la bride, que je me relève péniblement. Ok, c'est tout un processus en fait qui s'enclenche. En entreprise, le caillou, c'est un logiciel où il faut 5 clics pour trouver l'info, alors qu'on pourrait l'avoir en 1 clic. Une chaîne de production qu'il faut redémarrer toutes les 10 minutes parce qu'il y a un petit morceau là, qui se coince et qu'il faut aller débloquer. Un projet qui n'avance pas, des équipes qui ne sont pas alignées. Mais on se dit, ça va le faire. Parce que ce n'est pas si grave, ce n'est pas assez violent. J'ai besoin de quelqu'un dans la salle, j'ai besoin d'un volontaire, quelqu'un qui connaît bien le caillou de ses collaborateurs ou de ses clients, quelqu'un qui veut nous partager un caillou. Néouma a un micro. Ah, là, madame. Parfait. Alors, on va essayer d'être concis. Je prends toujours un risque en faisant de l'interaction avec le public. Mais est-ce que vous pouvez dire juste, peut-être vous lever, mais me dire votre prénom et puis ce que vous faites en une phrase ? Le micro arrive. Elle arrive. Je suis pas Céline Dion. Je m'appelle Fanny et je suis négociateur immobilier. Très bien, merci Fanny. Voilà. Donc le caillou de vos clients, c'est quoi ? C'est la difficulté de les faire se décider pour la signature d'un mandat, par exemple, pour la vente de leur maison. Ok, ça c'est votre caillou à vous. Ok. Le caillou du client. Ah le prix. Le prix, ok. Ça c'est effectivement le plus visible. Donc, non, on n'a pas fini Fanny, on n'a pas fini. Quand votre prospect ou votre client, là, il vous dit « Ok, mais le prix, blablabla », c'est quoi votre réaction spontanée, en fait ? Qu'est-ce que vous allez lui répondre ? Alors, il n'y aura pas de réponse courte. C'est ça qui est difficile. Il y aura tout un argumentaire qui fait que le prix de sa maison est de X euros, mais qu'on a déjà expliqué auparavant lors de plusieurs rendez-vous de visite et d'estimation. Ok. Donc là, je vous rejoins tout à fait. Effectivement, ça se passe beaucoup avant. C'est le travail qu'on a fait avant. Normalement, on n'a pas cette objection de prix si on a bien fait son travail avant. Mais malgré tout, des fois, elle arrive quand même. Parce que les gens, effectivement, ils comptent leurs sous. C'est normal. Mais là, on est sur l'idée qu'on va apporter un argumentaire adapté à ça. Est-ce que quelqu'un a une autre suggestion plutôt que de partir directement sur l'argumentaire ? Non ? Personne n'a envie de se mouiller ? Ah, derrière, Jean-Philippe ? Pardon, j'ai spoilé ton prénom. Bonjour Audrey et bonne fête. Merci. Lui demander pourquoi c'est si important pour lui de parler de ce sujet-là. Très bien, merci Jean-Philippe. Effectivement, dès qu'on part sur une question, on va avoir un bien meilleur résultat. Parce que là, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est partir en enquête. C'est-à-dire qu'on a un caillou qui est le caillou visible, mais là, on va rester sur notre superficie, on va rester sur ce qu'il a bien voulu nous dire.
Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est le caillou qui se cache en dessous. Et là, effectivement, vous voyez, c'est un peu le principe de l'iceberg. C'est qu'en début, il m'a parlé du prix. Mais si je vais creuser avec des questions, des bonnes questions, pas n'importe lesquelles, et petit à petit des questions motivationnelles, je vais trouver le vrai pourquoi. Pourquoi c'est si important cette histoire de prix? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors effectivement, il y a le prix, il y a combien il me reste sur mon compte en banque, ça c'est une vraie problématique. Mais derrière, je vais avoir aussi peut-être d'autres sujets. C'est j'ai peur. J'ai peur de qu'est-ce qui va se passer si j'emprunte un peu plus. J'ai peur que ça mette de la tension dans ma famille. J'ai peur que ça crée un stress trop important. Ça peut être aussi parce que ça m'obligerait à toucher à des économies, je parle en connaissance de cause, des économies qui viennent par exemple d'un héritage. Et ça, c'est un truc super sentimental, super fort en moi. Donc on n'est plus sur la question du prix, on est sur est-ce que je vais être légitime à aller chercher un petit peu plus d'argent pour ce bien qui m'intéresse. Je peux aller chercher d'autres questions aussi. C'est quoi le risque si vous passez à côté de cet appartement, de cette maison, de ce bien en fait dont on est en train de parler. Donc je vais vraiment aller creuser, aller chercher quel est son point de douleur là. Et je sais, ça a l'air super sadique. Ceux qui me connaissent, j'espère que vous savez que je ne suis pas totalement sadique. C'est qu'en fait, le point de douleur, c'est ce qui va aider à passer à l'action. Donc en faisant ça, je vais lui rendre service. Je vais l'aider à prendre sa décision. En neurosciences, ils appellent ça la désélection, le principe de désélection. C'est-à-dire que si on vous demande ce que vous voulez dans votre vie, vous allez réfléchir, vous allez chercher le truc idéal, vous n'allez pas trouver, vous allez changer d'avis plein de fois. En revanche, si on vous demande qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie, qu'est-ce qui t'agace vraiment et que tu ne veux plus voir dans cette vie, je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées précises de qu'est-ce que je ne veux plus. Donc c'est ça qu'on va aller chercher, c'est cette désélection. Donc on va appuyer sur ce caillou, le rendre très très visible en fait dans le cerveau de la personne pour qu'elle ait envie de passer à l'action. Ok ? Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a appuyé sur ce caillou, on a suscité l'intérêt de la personne. Elle nous écoute, là, on l'a un petit peu interloquée quand même, donc elle a envie d'en savoir plus. Et c'est à ce moment-là qu'on va amener notre deuxième ingrédient de l'équation. Oh, pardon, elle y était déjà, excusez-moi. C'est le papillon. Le papillon, c'est la projection vers le futur. On va l'aider en fait à se projeter dans ce nouveau bien, ou en tout cas dans le service ou le produit qu'on va lui proposer, pour l'amener en fait à, encore une fois, lui faciliter le passage à l'action. On est sur quelque chose effectivement qui est de l'ordre de l'émotionnel. On va y revenir. Je vous passe juste une publicité pour Alfa Romeo. Je n'ai pas de part chez Alfa Romeo. Je vous laisse juste observer cette publicité. Ah, on n'a pas le son. Et voilà. Forcément, le truc qu'on n'avait pas testé. Alors. C'est toi, Pierre, ou c'est moi ? Ah, désolé. Je ne sais pas. Une info à la régie ? Non ? C'est toi. Ça vient, c'est sur mon ordi ? Pardon, on n'avait pas testé ça. Super. Bravo la régie du PIC. Vendez-moi cette voiture. Cette voiture va de 60... Non, désolé. Oh. Ah. Vendez-moi cette voiture. ¿Cuándo è stata l'ultima volta che ti sei innamorato? Dovresti provarla. Nouvelle Alfa Romeo Junior. Redécouvrez l'amour. Quando è stata l'ultima volta che ti sei innamorato? C'était quand la dernière fois que tu es tombé amoureux? C'est vachement plus joli en italien. Le message de cette publicité, en fait, vous avez sans doute reconnu Pedro Alonso, c'est que en fait,
Lui, ce qu'il veut, ce n'est pas les caractéristiques techniques. Il en a marre qu'on lui parle de la puissance de la voiture, de combien de chevaux, de l'accélération, tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'est-ce que je vais ressentir quand je vais me mettre derrière le volant de cette voiture, c'est quoi l'expérience que je vais vivre? En fait, c'est ça qu'il va chercher. Ceux qui me connaissent savent que moi, je suis très, très, très papillon. J'aime beaucoup les émotions. Alors, pendant des années, j'ai envoyé des nuées de papillons au monde entier. Ça fait beaucoup moins mal que d'envoyer des volées de cailloux, mais ce n'est pas très, très efficace non plus. Ce qui est vraiment efficace, c'est quand on vient poser le papillon sur un caillou qu'on a identifié. Tout à l'heure, on a parlé du prix sur ce bien. On a vu que la personne, peut-être, elle avait une envie de ce bien parce que c'est super important. Quand on lui a demandé à côté de quoi elle allait passer, c'est le jardin de son enfance qu'elle n'a pas eu, ou au contraire celui qu'elle a eu et qu'elle a envie de reproduire. C'est ce qu'elle a envie d'offrir à ses enfants. Et là, le prix, c'est embêtant parce que ça va la mettre dans une situation un petit peu en équilibre, ça va peut-être toucher à des choses sentimentales, etc. Si j'arrive à aller appuyer vraiment sur ce caillou, c'est-à-dire dire, oui, mais là, effectivement, si vous n'achetez pas cette maison aujourd'hui, peut-être que vous n'aurez plus l'opportunité d'avoir ce jardin extraordinaire qui vous fait tant rêver, qui vous voulez offrir ça à vos enfants, cette expérience importante, etc., etc. Je vais lui remettre ça devant les yeux. Je vais lui montrer à côté de quoi elle risque de passer. Je vais lui montrer aussi comment, en fait, le prix, effectivement, ça va demander un effort supplémentaire sur le moment, mais que je vais peut-être pouvoir l'accompagner sur du financement, on va pouvoir le diluer dans le temps, et puis, etc., etc. C'est votre métier, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, je vais rappuyer sur ce caillou, je vais vraiment lui faire prendre conscience qu'elle a vraiment envie de ce bien et que c'est possible, et je vais l'amener là-dedans. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de cailloux et de papillons, et c'est très poétique, très bucolique. Mais je me dis qu'il y a certainement dans cette salle des profils un peu plus carrés, un peu plus techniques, qui se disent que c'est bien joli tout ça, c'est bien romantique, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Alors c'est pour ça que je vais vous inviter à poursuivre ce voyage dans le monde de la science. Et là, il faut que je me tourne de ce côté, je vous emmène sur le campus d'Harvard. J'aurais pu vous amener sur n'importe quel autre campus aux États-Unis ou dans le monde entier, il y en a plein d'autres qui sont super. Moi, j'ai un attachement très, très particulier avec celui d'Harvard parce que pendant plusieurs années, j'ai été amenée à faire des missions à côté de Boston et j'ai beaucoup, beaucoup traîné sur ce campus, en fait. Et j'adore l'ambiance, j'adore le cadre et surtout, il y a quand même des personnes éminemment reconnues qui sont passées par ce campus. Le premier que je vais vous présenter, il est arrivé tout jeune à Harvard, il s'appelle Antonio Damasio. Il n'est pas resté longtemps, il est reparti, il est portugais d'origine, il est reparti plus au sud des États-Unis après. Lui, il a écrit un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle L'erreur de Descartes, où il fait une expérience. Il prend un panel de gens en fait, qui ont subi une lésion cérébrale. Donc en fait, ils vont très bien, ils peuvent réfléchir, ils peuvent analyser des situations, ils peuvent comprendre des problèmes complexes. En revanche, ils n'ont plus accès à leurs émotions. Donc, Antonio se rend compte qu'ils sont incapables de prendre une décision. Parce que dans leur tête, l'option A, l'option B, l'option C, elles ont toutes la même valeur. Donc impossible de décider laquelle je veux. Je n'ai pas accès à mes émotions. La deuxième, alors je simplifie bien sûr, mais la deuxième, c'est celle de Gerald Zaltman. Alors lui, il est originaire de Boston, mais il est arrivé sur le campus seulement à 50 ans, je vais y arriver. Il y a encore, je pense. Lui s'intéresse beaucoup à la voix du client, il s'intéresse beaucoup à comment les consommateurs choisissent, en fait. Pareil, il fait une expérience, il réunit des gens, il leur fait faire un choix, puis il leur demande d'expliquer comment ils ont fait leur choix. Alors les gens, ils sont intelligents, ils savent expliquer de manière très rationnelle comment ils ont choisi, ils ont comparé, ils ont pris une décision, etc. Puis après, il passe dans une phase 2, il leur présente des cartes avec des images. Un peu comme le Dixit. Vous connaissez le jeu le Dixit ? C'est des très très belles images, je vous le conseille, on peut faire plein de choses avec, pas uniquement jouer aux règles du jeu. Et donc Gerald, il fait une sorte de Dixit comme ça, et il dit aux gens, choisissez une carte qui correspond à la manière dont vous avez pris votre décision.
Et là, les gens, ils expliquent leur carte, et alors là, c'est plus du tout rationnel, hein. On est sur quelque chose de très émotionnel. Donc en fait, ils se rendent compte qu'il y a un chemin de l'information. Alors ça se joue en millisecondes, hein, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, dans le cerveau, l'information, elle arrive d'abord dans notre système limbique, le siège des émotions. Là, notre émotionnel, en fait, notre centre émotionnel va déjà faire un choix, choisir un camp, et l'information va repartir avec cette influence en fait, du limbique jusqu'à notre cerveau rationnel. Donc en fait, notre décision, elle est prise d'abord par une partie émotionnelle et après, elle est justifiée par notre partie rationnelle. Je vous donne un exemple très, très personnel. Je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais me balader sur le campus de Harvard. Je m'y suis tellement promenée qu'à un moment, je me suis dit, en 2024, tiens, si je m'inscrivais à un séminaire de négociation avancée à la Harvard University, comme ça, pour voir. On est en février 2024. Je suis dans une chambre d'hôtel, je suis déjà sur une mission à Boston, et en fait, je me dis, tiens, je vais m'inscrire, je vais aller sur le site. C'est quand même un petit peu d'argent, hein, au-delà de la peur de réussir, d'y arriver, etc., de passer cette certification. Il y a aussi un aspect financier. Là aussi, le prix, hein, forcément, arrive dans ma tête. Et en fait, quand on me demande d'expliquer cette décision, je suis moi aussi tout à fait capable de dire à mon comptable, écoute, c'est super, parce que tu comprends, je vais quand même m'entraîner avec des gens de très haut niveau, dans un cadre d'excellence. Je vais obtenir une certification qui sera super pour ma crédibilité, ça va m'aider à vendre plus, enfin bref, pour le business, ça va tout faire partir en flèche, c'est génial. Ça, c'est l'explication pour le comptable. Ça, c'est après, le lendemain matin, en me réveillant. Mais au moment, en fait, où je clique sur le site de Harvard, là, sur le bouton « Register Now », c'est pas ça du tout qu'il y a dans ma tête, hein. Dans ma tête, je suis en train de pleurer et de rire en même temps, et de faire des petits bonds d'un Walibi qui viendrait de découvrir les bourgeons fermentés. D'accord ? Cette phrase n'a aucun sens. Mais c'est exactement la carte du Dixit de Zatman que j'aurais choisie si elle existe. Donc en fait, c'est une décision émotionnelle que je suis capable, a posteriori, d'expliquer de manière très, très rationnelle. Et là, vous me direz, mais où était le caillou ? Le caillou, en fait, c'est que moi, j'ai des parents profs qui m'ont emmenée dans un cursus scolaire, voilà, donc je suis arrivée en prépa HEC, mais je n'ai pas de diplôme d'école de commerce. Parce qu'après, je suis partie à la fac, parce que ça me permettait de faire plus de temps à l'étranger, et puis c'était aussi moins cher. Toujours pareil, le prix, cette histoire-là qui nous poursuit tout le temps. Donc, je n'ai pas de diplôme d'école de commerce, et dans mon parcours professionnel, des fois, on me l'a reproché. Donc là, me dire que je mets un tout petit bout de l'orteil sur le campus prestigieux de Harvard, forcément, c'est un bon pied de nez à mon parcours. Vous remarquerez quand même l'ironie du sort, c'est qu'aux États-Unis, ce sont les universités publiques qui ont plus de renommée que les écoles privées. Donc, je n'ai toujours pas de diplôme de business school. Alors aujourd'hui, on a ces cailloux qu'on va identifier, on va trouver le problème vraiment qui va aider notre interlocuteur, que ce soit un collaborateur ou un client, à passer à l'action. On va le projeter avec nos papillons pour vraiment lui donner envie, lui montrer en fait ce qu'il pourra obtenir derrière. Et puis aujourd'hui, on a un outil à notre disposition, c'est l'intelligence artificielle. Ça va donner une puissance exponentielle. Il y a des spécialistes dans la salle. Moi, je ne vais pas du tout m'aventurer sur ce terrain-là. Je ne suis pas du tout une spécialiste de l'intelligence artificielle. En revanche, je suis une utilisatrice curieuse de cette intelligence. Et puis, franchement, voilà, je comprends tous les débats, mais moi, entre la machine à écrire et les outils digitaux, j'ai un peu choisi mon camp. Et je reste persuadée qu'on est sur quelque chose que les ingénieurs illustrent très bien avec le principe du sheet in, sheet out. Donc en gros, ça reste très dépendant de la main et du cerveau de celui qui tient la souris à l'autre bout de l'écran. Si vous mettez du grand n'importe quoi à l'intérieur de votre IA, ça va vous sortir un immense tas de n'importe quoi. Donc nous, on va essayer d'y mettre quelque chose de bien. On va y mettre nos cailloux et nos papillons. Et je vais passer très vite sur cette partie-là, mais c'est pour vous montrer 3 usages que je fais moi assez couramment avec l'intelligence artificielle et qui viennent aider vraiment ces mécanismes de décision
pour réussir mes rendez-vous. Le premier, il est à gauche. Alors moi, j'ai choisi Perplexity, mais ça peut être Claude, ChatGPT, ce que vous voulez. En fait, j'aime bien lui demander des infos sur l'entreprise que je vais aller voir et lui demander des hypothèses de cailloux. J'ai bien dit hypothèses. En rendez-vous, il faudra que je confirme ou que j'infirme ces informations, mais en tout cas, ça me donne des pistes, ça me donne des idées de quelles sont les bonnes questions que je vais pouvoir poser pour aller trouver de l'information pertinente. Le deuxième, alors je peux le faire aussi avec les mêmes ChatGPT, etc., mais ça va être du profilage sur la personne que je vais rencontrer. Moi, j'utilise parfois une extension sur LinkedIn qui s'appelle Human Linker. Il y en a d'autres, il y a Crystal Nose, il y en a certainement plein, qui sont basés notamment sur la méthode des 4 couleurs, là, le disque, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est pareil. Si la personne publie régulièrement et en son nom, ça va me donner des indications sur quel type de personnalité je vais avoir en face de moi. Et donc, potentiellement, quelle est la meilleure façon de faire un icebreaker, quelle est la meilleure façon de l'aborder, la meilleure façon de le convaincre, etc. En revanche, s'il se contente de republier des informations, des posts qui sont faits par son entreprise, ça me met complètement sur une fausse piste. Donc, on est d'accord que là aussi, j'ai besoin d'intelligence situationnelle, j'ai besoin d'intelligence à l'instant T pour pouvoir confirmer ou infirmer les idées que j'avais au départ. Dernier usage que moi j'aime beaucoup, c'est comment faire une bonne présentation. Une présentation commerciale ou une présentation pour un projet. Je vais pouvoir faire rédiger ma presse par une IA. Alors là, je suis partie sur un GPT qui est customisé, qui est pré-entraîné en fait pour faire des présentations. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il l'a fait comme moi, j'ai envie qu'il la fasse. Et donc, en fait, soit j'ai récupéré la transcription texte de l'enregistrement du rendez-vous que j'ai eu avec la personne, si j'ai été autorisée à prendre des notes avec cet enregistreur, soit moi, je vais écrire en fait le résumé de mon rendez-vous, ou en tout cas de ce que j'ai envie de faire dedans, et le GPT va aussi me poser des questions pour aller chercher les cailloux, pour aller chercher les papillons, pour aller chercher tout ça, et il va me mettre le prompt slide par slide dans le bon ordre de comment faire une bonne présentation efficace pour les participants au projet ou pour mes clients. Ce prompt, ensuite, moi, je vais le donner à une autre application qui s'appelle Gamma, avec 2 M, que vous connaissez peut-être, qui va me faire la présentation PPT ou PDF ou que je réintègre dans Canva. Enfin, après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, vous voyez que là, ça m'a fait gagner un temps phénoménal et ça fait 80% du job. J'insiste bien toujours sur le 80% du job, ça ne fait pas 100%, parce qu'il va falloir que derrière, moi, je me concentre à ramener l'humain là-dedans, c'est-à-dire ramener la personnalisation, ramener ce que moi, j'ai ressenti du client, de la personne, du collaborateur, etc. Mais le temps que ça me dégage, je peux le réinjecter dans justement cette relation humaine, les interactions qu'on peut avoir avec les gens. Une fois que j'ai fait tout ça, en fait, l'idée... Ah oui, quand même, ça c'est ma conviction, donc je vous la remets, pardon. Mais l'intelligence artificielle amplifie l'humain quand l'humain amplifie son intelligence relationnelle. D'accord ? Ça, c'est une technique d'écriture qui s'appelle un chiasme, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Et quand il y a cet effet miroir. Mais en tout cas, l'idée, elle est vraiment là. Elle est sur l'idée que l'IA doit rester au service de notre relation humaine entre les gens. Donc, quand on a tout ça, effectivement, on a amplifié nos probabilités, on a créé les conditions idéales, en fait, pour avoir des relations qui sont pérennes, des engagements qui sont durables, des décisions qui vont rester dans le temps, pas le truc où la personne va vous rappeler le lendemain en disant « Oh non, mais j'ai réfléchi, en fait, j'en veux plus de ce truc-là, etc. » On a construit quelque chose qui est solide. Et ça, c'est effectivement le diamant qu'on veut obtenir. Et donc là, décidément, je m'emballe avec ces 2 appels. Notre équation, donc, entière, on est allé chercher le caillou, ce qui va être le déclencheur, en fait, j'allais dire le trigger, mais oui, le déclencheur qui va nous aider à faire passer la personne à l'action en la projetant dans l'état où elle va être une fois qu'elle aura plus ses cailloux. On utilise l'intelligence artificielle pour amplifier tout ça. Et derrière, on profite de ces relations, de ces décisions en fait, qui vont nous permettre d'avancer enfin dans nos projets, dans nos ventes, dans tout ce qu'on a à faire pour faire tourner nos business.
Alors, quand vous allez rentrer à votre bureau ou dans votre voiture en partant, je vous invite juste à vous poser cette question. Est-ce que vous connaissez vraiment le vrai caillou de vos clients, prospects, collaborateurs? Et je vous ai mis en bonus une petite ressource que vous pouvez aller scanner. Donc, il y a une ressource PDF et quand vous arrivez sur la page de confirmation, vous avez également le petit GPT qui fait les présentations. Voilà, si ça peut vous aider à faire des présentations impactantes qui parlent de cailloux et de papillons. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Audrey. Et Avec place plaisir. aux questions. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Pierre. Merci beaucoup Audrey pour ta présentation très intéressante. Ce que j'aimerais poser comme question, c'est comment finalement on repère que ça soit un vrai caillou? Comment on repère que c'est le vrai? Déjà, c'est pas le premier. Je pense que ça, c'est déjà un bon repère. En fait, il faut. Alors, c'est là où c'est complexe en fait dans nos relations interpersonnelles, c'est qu'il y a beaucoup de ressentis quand même. Donc, on va voir en fait à un moment la personne, elle va se livrer un peu plus. Il y a un préalable à ça que j'ai pas évoqué là parce que c'était pas le sujet de cette présentation, mais c'est qu'il faut avoir instauré un climat de confiance avant. En fait, la personne, elle peut pas te donner son vrai caillou si elle n'a pas confiance en toi. Donc, tu vois, déjà, ça, c'est un premier préalable. Ça se construit aussi. Mais en fait, oui, je pense que déjà, si tu vas poser la question une fois, deux fois, tu as déjà quelque chose qui est beaucoup plus près du caillou. Et puis, souvent, ça se voit parce qu'on va être sur quelque chose de plus de l'ordre de ce que je ressens moi, ce que ça me fait à moi. Pas le prix, c'est cher, etc. On va plutôt être sur le ça me fait peur ou j'ai pas envie de toucher à quelque chose qui vient de ma famille ou je veux pas être celui qui, etc. Tu vois, on va être sur quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus ancré. Mais effectivement, dans les relations interpersonnelles, on n'est pas sur du blanc ou noir, on n'est pas sur du binaire, donc il y a un peu de subtilité au milieu. Une autre question par ici. Ouais, merci Audrey pour cette presse super intéressant. Une question sur le process de décision du client, c'est-à-dire que quand on est face à un client qui est soit autonome, soit en petite structure, il peut prendre sa décision tout seul. Quand on est face à un client qui est dans un groupe plus important, son caillou est peut-être pas le caillou qui va entraîner la décision du groupe en question, de la banque ou du groupe de distribution ou que sais-je. Voilà. Donc comment est-ce que tu traites ça? Ok, ça c'est une excellente question aussi. Alors ça arrive effectivement dans les ventes complexes, qu'on appelle les ventes complexes. C'est que dès qu'on est sur des cycles de vente un peu longs, dès qu'on a plusieurs strates à passer, etc. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des questions. Les questions, c'est... hier, j'étais encore en call avec quelqu'un qui qui est expert aussi dans ce domaine-là, et on était tous les deux alignés là-dessus. C'est le point qu'on a le plus travaillé de ces dernières années, en fait. C'est comment poser des meilleures questions. Donc souvent, la solution, elle vient avec des questions. Okay, ça, c'est le premier point de départ. Je pense qu'il faut aussi, dans la vente complexe, il faut aller chercher, j'ai ça dans la tech tout le temps, mes clients de la tech, ils sont vraiment confrontés à ça. Il faut aller chercher, en fait, qui est le décideur. Il faut poser cette question, en fait, à un moment donné dans la discussion et s'intéresser à lui. C'est-à-dire que lui, c'est pareil, je peux aller le screener sur LinkedIn, avec un peu de chance, il y est, ou sur autre chose, mais je vais pouvoir trouver des infos sur lui. Je peux aussi poser la question à mon interlocuteur, c'est-à-dire que je vais pouvoir lui dire... Ok, bon, si c'était toi, qu'est-ce que tu déciderais? Ok, mais ton chef, lui, il est plutôt comment? Qu'est-ce qui l'intéresse, lui? Donc, je peux essayer d'avoir l'information quand même par personne interposée. Je crois beaucoup à la présentation aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, là, sur faire une bonne présentation, bien structurée, etc. Parce que quand on a un intermédiaire, on veut le transformer en sponsor, en fait. On ne veut pas que ce soit
comment dire, un coursier de notre proposition, en fait, ou que ce soit pire, un scorpion, en fait, ils appellent ça souvent, c'est-à-dire quelqu'un qui ne défend pas vraiment, ou voire qui dézingue un autre projet parce qu'il n'y croit pas. Donc on veut vraiment le transformer en sponsor. Donc il faut qu'on lui donne toutes les billes pour ça. Si on lui donne une bonne présentation, parce que si on n'a pas la chance de pouvoir la défendre nous-mêmes, la présentation, ça c'est le cas idéal. Mais si je n'ai pas la chance de pouvoir faire ça, il faut que je lui donne une bonne présentation qui est dans le bon ordre. J'insiste, voilà, je ne suis pas allée dans le détail de c'est quoi le bon ordre, mais une présentation, moi, toutes celles qu'on m'a montrées, j'aurais dit, OK, c'est super, les informations, elles sont cool. Maintenant, c'est comme le tiercé, tu as tout dans le désordre. Donc, on va remettre les slides dans le bon ordre. Commence par, c'est quoi le caillou de ton client et comment tu vas aller le résoudre, en fait. C'est ça qui l'intéresse. Avant de parler de, c'est super, on a déjà bossé avec 500 boîtes et on est les meilleurs sur le marché. Ça, en général, c'est ce qu'il y a sur la première slide de la plupart des gens, d'accord ? Donc voilà, ça vient à la fin, c'est pour rassurer, c'est la preuve rationnelle. Donc, ouais, je pense que, c'est de poser des questions, essayer vraiment d'aller chercher le maximum d'infos, essayer d'en trouver aussi par soi-même sur Internet. Et la troisième chose, c'est faire passer vraiment les documents qui vont soutenir la proposition. Ça répond à peu près, ouais ? OK. Oui. Pierre, encore ? Pierre en a une autre, OK. Pour que vous puissiez comprendre, je suis en études de commerce, donc forcément j'ai des questions. Justement, je suis en études de commerce. Je vois qu'on apprend tous la même chose. J'ai comme l'impression qu'on est un peu tous des robots. Lorsque je parle avec des clients, je me dis, mais est-ce qu'ils... je suis beaucoup dans la relation, mais je me dis, j'ai pas envie qu'ils me voient comme une personne justement qui est là pour vendre. Donc ma question, c'est comment sortir de cet aspect vendeur ? Parce que j'ai l'impression que tout le monde maintenant connaît les codes. Et donc comment ça va aussi se dérouler par la suite ? OK. J'ai besoin d'une précision. Moi aussi, je posais des questions. Quand tu dis tout le monde connaît les codes, tu veux dire que les gens savent qu'il faut poser des questions et s'intéresser sincèrement à l'autre, etc. Parce que moi, c'est pas ce que j'observe sur le terrain. Donc, j'ai l'impression que oui, moi. OK. Alors ça, il y a une grosse différence effectivement entre savoir ce qu'il faut faire et puis le faire. Parce que pour former quand même beaucoup de commerciaux, pas uniquement, mais aussi beaucoup de commerciaux, en fait, ils ne le mettent pas en pratique. Vous savez, c'est comme le principe, tu sais, puisqu'on est sur de la technique, sur les questions, il y a un truc que tout le monde peut comprendre, c'est les questions ouvertes. Moi, je vous ai parlé de questions motivationnelles, on est encore sur un degré supérieur, mais on a une première distinction facile, en fait, dans les questions, qui est question fermée, question ouverte. Question fermée, oui, non. Question ouverte, je peux répondre par autre chose que oui, non. Je fais un jeu systématiquement avec des équipes de commerciaux. On joue un truc pour deviner un animal, enfin un truc basique, etc. La consigne, c'est la seule question que tu n'as pas le droit de poser, c'est quel est l'animal. Ok, on est d'accord. Des commerciaux expérimentés, on va faire le jeu, on a parlé des questions ouvertes et des questions fermées. Vous pouvez être sûr que 90% ils vont poser des questions fermées. Et ils ne trouvent pas, parce qu'ils ont 3 questions, je n'ai pas précisé, mais ils ont 3 questions pour trouver l'animal. Si on pose que des questions fermées en 3 questions, c'est impossible de deviner l'animal. Okay, donc ça, c'est pour répondre à la première partie de ta question qui est, OK, ils savent ce qu'il faut faire, ils ne le font pas sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, si tu le fais, tu vas te démarquer. La deuxième chose, elle est beaucoup moins rationnelle que ça. Encore une fois, pardon, je l'ai dit, moi je suis très papillon. Mais elle est dans le ressenti. C'est là où on n'est pas des robots. C'est là la différence entre toi, moi et les intelligences artificielles. C'est que nous, on est capable de voir, en fait, dans le comportement, dans la posture, dans la façon dont la personne me répond, dans la petite intonation de voix, le petit sourire, etc. Là, je vais voir, en fait, si c'est sincère ou pas. Pareil, pendant le Covid, c'était génial. Moi, j'adorais cette période. On portait tous des masques, c'était horrible, d'accord ? Mais on voyait les vrais sourires. Le nombre de gens qui font des sourires juste parce qu'on leur a dit qu'il fallait sourire et que ça fait bien pour mettre les gens en confiance, avec un masque, on ne le voit pas. Par contre, quelqu'un qui fait un vrai sourire
ça fait plisser tous les yeux là. Ça fait des rides, hein. Ça par contre c'est l'inconvénient, mais ça fait plisser tous les yeux. Ce sourire-là, il est sincère, et celui-là on le voit même avec un masque. Donc en fait c'est là, en fait, c'est dans le... J'aime pas ce mot, j'allais le prononcer, mais cette authenticité, en fait, le fait d'être aligné avec ce qu'on pense. Si tu débites un argumentaire commercial auquel tu crois pas, ça marchera pas. Donc voilà, donc déjà, appliquer vraiment les choses, parce que 90% des gens, ils vont pas l'appliquer. Et la deuxième chose, c'est dans le ressenti, dans le naturel, dans cette espèce de truc là, d'alchimie que tu vas créer avec la personne à qui tu parles. Alors, je redis peut-être pour ceux qui n'entendent pas sans le micro, mais en fait, votre prénom, Aurore. Aurore dit, effectivement, tout le monde n'a pas l'intelligence émotionnelle pour comprendre, etc. C'est comme les bons acteurs. C'est comme les acteurs, en fait. En fait, un acteur, comment il peut être authentique? Il joue un personnage, en fait. Donc, il doit être juste aligné avec le personnage qu'il est. Mais en fait, c'est beaucoup de technique. Mais c'est de la technique déguisée, ou même pas déguisée, parce que j'aime pas ce mot, parce que ça sonnerait comme si c'était faux. Mais c'est de la technique, en fait, qui est tellement ancrée, tellement ancrée en nous, en fait, qu'on a tellement bien intégré, que en fait, ça a l'air d'être naturel. Mais c'est de la technique. C'est purement de la technique. Et oui, merci d'avoir posé cette question, parce que tout ça, en fait, c'est pas naturel. Moi, il y a un truc que je déteste quand on parle de vendeur. On me dit « Ah, j'ai un nouveau commercial. Tu vas voir, il est génial. Il a une tchatch, mais il pourrait vendre n'importe quoi à n'importe qui. » Je dis, voilà, celui-là, déjà, je le déteste. En fait, avant même de l'avoir rencontré, je sais que j'en veux pas. Et que ça va être une galère à former parce que c'est exactement tout ce qu'on veut pas. Donc, c'est énormément de technique et c'est énormément d'entraînement. Et quel que soit... j'écoutais l'autre jour un podcast, j'ai trouvé super intéressant parce qu'on disait, si on se met vraiment sur la posture vendeur, on disait, on fait toujours attention aux jeunes, là, les juniors, on se dit, il faut les entraîner, il faut les coacher, il faut vraiment les surveiller, être sûr qu'ils font bien les trucs, etc. Puis on oublie de vérifier les anciens. Parce que les anciens, des fois, ils ont arrêté de se poser des questions, ils ont arrêté de critiquer, de remettre en question leurs pratiques, etc. Sauf que le marché, lui, il ne s'est pas arrêté. Hein. Les comportements, ils ont changé, etc. Donc en fait, souvent, c'est ceux-là qu'il faudrait reformer le plus, parce qu'en fait, c'est de l'apprentissage continu, en fait. Et c'est de l'amélioration de la pratique. Moi, je vous ai dit sur les questions, c'est le truc, ça fait 30 ans que je suis commerciale, hein, mais ça fait 5 ans que j'ai rebossé à fond ma qualité de questionnement. Parce qu'on ne peut pas poser 10 questions à quelqu'un, il en a marre avant. Hein, et si je veux vraiment avoir les infos dont j'ai besoin, j'ai besoin de poser des super bonnes questions, en fait. Alors, je crois qu'il y a une super bonne question là-bas. Ok. Ah, Stéphane. Ça m'étonnait que tu n'aies rien dit encore. Salut Audrey. Bonjour, merci pour cette conférence, elle était très inspirante, merci. Très intéressante. Et j'aime beaucoup l'idée du papillon. Moi, dans mon papillon, j'utilise le mot demain. Voilà, on est sur la projection dans le futur, on est aligné, Stéphane. Il y a plusieurs questions qu'on m'a apprises, pourtant ça fait 35 ans aussi que je fais du commerce, et je fais le saumon. C'est-à-dire que quand toutes les truites descendent la rivière, moi je la remonte, ça demande plus d'efforts, mais in fine, en fait, on se retrouve commercialement en fait, dans des mares, dans des étangs, où on est tout seul, et on a une niche, et on est confortable, et là on déroule. D'autres choses aussi qui permettent en fait de faire du push commerce. D'abord, je reviens sur le mot demain. Utilisez le mot demain dans vos argumentaires commerciaux. Je trouve que c'est magique. Il y a un autre truc aussi que tu as évoqué en fait sur la partie sentiment, et merci d'avoir parlé d'émotion et d'intelligence émotionnelle. C'est le mot, au lieu de demander son avis, j'aimerais avoir votre avis sur la proposition commerciale. Non, on oublie, en fait, j'aimerais avoir votre sentiment. Si on demande l'avis, il répond avec le cerveau. Si on demande avec le sentiment, il répond avec le cœur. Et la réponse est totalement différente. Voilà. Et je pense très sincèrement qu'on aura plein de choses à évoquer, mais j'ai trouvé ton intervention vraiment très, très pertinente. Merci. Et merci beaucoup. Si j'ai une question, alors, forcément. Tu évoquais précisément la remise en question, même pour les seniors, et j'abonde dans ton sens.
Mais à quel moment donné on est capable de faire un pas de côté justement pour pouvoir travailler ce sujet-là? Alors, moi, je ne sais pas si on sait à quel moment, mais en tout cas, comment. C'est-à-dire que la réponse qui me vient spontanément comme ça, c'est pas tout seul. En fait, c'est très, très, très compliqué de faire un pas de côté tout seul. Ça demande vraiment une connaissance de soi, une discipline, etc. Et on est tous pareils, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est le nez dans le guidon, on avance sur notre truc et on attend de se prendre un mur. Ça m'est arrivé plein de fois de me prendre des murs avant de réagir à des choses. Donc ça, c'est la première chose. Alors ça peut être, quand je dis ça, je ne suis pas forcément en train de vendre mes prestations, c'est pas ça que je veux dire, mais ça peut être aussi, comme on a fait et qu'on refera encore, c'est-à-dire d'avoir des discussions avec des pairs, avec des gens qui sont dans le même domaine que nous. Ça peut être d'aller dans des réseaux, de discuter avec d'autres gens, d'avoir d'autres idées, parce que des fois, un peintre ou un photographe peuvent avoir une idée où on se dit « Tiens, ce serait pas con ça pour mon domaine à moi », même si au départ, ça n'a pas l'air d'être très aligné. Voilà, c'est vraiment Et puis, effectivement, à un moment donné, ça peut être de se lancer des défis, d'aller... Harvard, c'en était un peu sympa. Là, je peux dire que je me suis remise en question. Voilà, en ce moment, j'ai aussi intégré des programmes de l'Association française des conférenciers professionnels. Bon, si vous connaissez Michael Aguilar, Thierry Watley, des gens comme ça, vous pouvez vous rendre compte que j'ai du chemin à faire pour les rejoindre. Voilà, c'est aussi ça, c'est de se remettre dans des conditions d'apprentissage, en fait, des conditions où on sait que on sera plutôt dans les moins bons de la salle. Et c'est OK d'être dans les moins bons de la salle parce que c'est là qu'on va apprendre vraiment et c'est là qu'on va déconstruire un peu tous nos mécanismes et nos habitudes qui deviennent un peu plan-plan, quoi. Et puis se reconfronter au terrain. Enfin, tu le fais aussi, je le fais en ce moment avec l'équipe du PIC et c'est super chouette. C'est aussi de retourner sur ce terrain-là, en fait, pas rester sur uniquement de l'intellectualiser, quoi. Bon, je pense qu'on va arrêter les questions pour l'instant. De toute façon, moi, je reste là. Si vous en avez d'autres que vous n'avez pas osé poser là ou que vous avez envie de me poser, voilà. J'ai amené, parce qu'il y avait une ou deux personnes qui m'avaient demandé, mais j'ai amené 2-3 bouquins de plus, si jamais il y en a qui veulent aller dans le détail de comment on va construire ces cailloux et ces papillons. Et puis voilà, à votre disposition pour échanger avec grand plaisir. Merci en tout cas. Merci beaucoup à Aurore. Non, à Audrey plutôt. Juste pour vous dire que le prochain Lunch and Learn aura lieu le 7 juillet, ici même, à la même heure. Et ça sera avec Clémentine Arnaud de BioHop, donc une start-up qui est accompagnée par le village Baïséa. Et son sujet sera sur comment produire davantage d'énergie renouvelable à partir de ressources déjà existantes. Donc ne le manquez pas. Et puis j'ai un petit jeu à vous proposer. Donc avec la chaleur, le PIC vous propose de gagner des petits bons pour des glaces. Mais avant, j'ai des questions à vous poser pour voir si vous avez bien suivi la conférence. Ou non, t'as pas le droit. Alors, la première question, donc levez